je pense actuellement que dans le secteur de la biotech en France, et même dans le monde, on est encore en fait à la préhistoire de cette industrie. Ça fait finalement une trentaine d'années que cette industrie existe. On a très vite mis en application certains principes en fait issus de l'ADN recombinant qui ont permis de démarrer en fait cette industrie. Cette industrie, au départ, est devenue extrêmement puissante par certaines grosses sociétés actuellement. On peut citer par exemple Amgen. Il y a Genentech qui a été racheté par Roche. Mais c'est basé en fait sur des choses qui sont extrêmement simples au niveau technologique. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Et en fait, c'est ça le fond de la biotechnologie moderne. C'est je prends un gène qui code pour un gène humain d'une hormone, par exemple l'hormone de croissance, un anticorps, l'érythropoïétine, et je transforme une cellule qui va intégrer ce gène-là et je vais produire cette protéine, je la ramasse, je la mets dans des tubes, je les vends et je gagne beaucoup d'argent. Et quand on voit au stade auquel on se trouve actuellement dans le perfectionnement de ces technologies, l'avenir qui se trouve devant nous est beaucoup plus puissant en fait en termes de produits potentiels que par le passé. Je vais citer en fait 3 technologies qui sont en grand progrès actuellement. On peut se considérer actuellement dans une période qui est une période post-génomique, c'est-à-dire la bulle de la génomique est derrière nous. Maintenant, on séquence la première période, 1990-2003, on a séquencé le génome humain pour 1,3 milliard de dollars et ça a été un pari réussi. Aujourd'hui, on séquence un génome humain pour 10 000 dollars et on fait ça en 2 mois. On pense que ça sera fait pour 1 000 dollars d'ici 2013, voire 2014, et on vise les 300 dollars pour 2015. Donc on est dans une période post-génomique. Tout ce qui existe sur Terre est en train d'être séquencé actuellement. Donc l'information est là. Qu'est-ce que l'on peut faire à partir de cette information? Donc il y a la synthèse d'ADN, l'ingénierie d'une cellule, c'est-à-dire mettre de l'ADN dans une cellule comme ça a été fait au départ et de façon de plus en plus rationnelle. L'ingénierie protéique, c'est-à-dire je prends une protéine qui ne fait pas exactement ce que je veux, je vais la remodifier pour qu'elle puisse faire ça. Et quand on rajoute à ça la compréhension en fait du génome, et en particulier l'ingénierie métabolique, je pense qu'il y en a pour 100, 200 ans en fait de développement. Il n'y a quasiment pas de limite à ce que l'on peut faire dans ce secteur-là. C'est quelque chose qui doit être dans notre esprit. En France, on est encore une petite industrie des biotechnologies qui démarre, qui a du mal à émerger, mais qui est en train d'émerger, avec de plus en plus de sociétés qui commencent à s'asseoir. Et je pense qu'il faut continuer à appuyer dans ce secteur-là, parce que la bataille n'est pas encore déclenchée, elle est en train de se faire maintenant. C'est maintenant que ça se passe, et le futur reste vraiment devant nous. Donc, en fait, c'est un peu pour résumer ce que je viens de dire. Donc, on est encore dans une période de la préhistoire dans le monde pour le secteur des biotechnologies. Et il est temps de changer en fait la vision des biotech en France, qui sont souvent perçues comme soit des petits prestataires de services ou comme des petites cibles potentielles d'acquisition. Et notre but à tous, en fait, c'est de pouvoir prendre ces sociétés-là et d'en faire les grandes sociétés de demain. C'est quelque chose, c'est un pari qui est possible, et c'est un des paris que l'on s'est fixé à France Biotech, de pouvoir pousser cette industrie, au moins avoir quelques champions qui atteignent le stade d'ETI, et puis de grandes entreprises qui capitalisent plusieurs milliards de dollars et qui commencent à devenir les Genentech et Amgen de demain. C'est possible aujourd'hui en France. Alors, c'est quoi une biotech je vais revenir en fait sur quelques basiques. C'est très différent de ce qui a été présenté avant en fait. L'industrie de biotechnologie regroupe des champs extrêmement larges, thérapeutiques, agro, biocarburants, la recherche. Et le secteur a en fait une structuration qui se fait de façon assez similaire à ce qui s'est fait pour l'industrie de la chimie à la fin du 19e siècle, début du 20e. Alors les gars ont découvert la chimie, c'était une période absolument fabuleuse. Je pouvais prendre une molécule et la rabouter à quelque chose d'autre. Donc ils sont mis à faire ça et ils connectaient pas mal de molécules ensemble et ont commencé à sortir de nouvelles entités chimiques. Ça permettait de faire des engrais, des plastiques, des pesticides, des herbicides. Ça permettait aussi de faire des médicaments. Et à partir de là, se sont développés en fait des gros conglomérats type BASF, Bayer, Dupont de Nemours, etc.
Et on a commencé à pouvoir voir naître en fait cette industrie qui est aujourd'hui l'industrie chimique. Simplement, le nombre de combinaisons de molécules tend à, au bout d'un moment, se tasser et même à décliner actuellement. Et on remarque, il y a une trentaine d'années, les produits issus des biotechnologies dans l'ensemble des essais cliniques qui étaient faits dans le monde représentaient une toute petite part, c'était moins d'1%. Aujourd'hui, l'ensemble en fait de tous les essais cliniques qui sont faits dans le monde représente près de 60% de produits issus des biotechnologies. Donc on est en train de remplacer cette créativité qu'il y a eu dans la chimie par les biotechnologies et les combinaisons sont beaucoup plus vastes. Donc on est en fait dans une industrie qui est l'industrie de demain. Aussi, c'est une société qui a comme moteur de l'innovation les sciences de la vie. La biotech utilise le vivant en fait à des fins industrielles. Elle permet de fabriquer en fait par exemple des produits de biologie en grosse quantité industrielle. Elle permet d'intervenir sur le vivant, par exemple de fabriquer de nouvelles espèces. Et elles permettent en fait l'utilisation de technologies pour en extraire en fait de nouvelles données, de nouvelles molécules, des procédés de fabrication nouveaux, de nouveaux organismes. La liste n'est pas limitative, des tests diagnostiques, des choses c'est-à-dire qui accompagnent aussi cette production, mais c'est de nouvelles molécules qui vont sortir de nos mains au bout du compte. Aussi, c'est une toute jeune industrie, donc la création en fait de Genentech, c'est en 1977 ou 78, je crois que c'est 1978, et la France en fait, ça s'est développé finalement il n'y a qu'une vingtaine d'années. On peut vraiment dire que ça a démarré en 1998 en France. En revanche, il faut se rappeler deux choses, et ces deux choses qui sont importantes pour nous, c'est Kaila Invivogen, en fait, qui est à Toulouse. C'est la première biotech en France. Je pense qu'elle a été créée avant Genentech. Elle date de 1977. C'est quand même incroyable, quoi. Transgène aussi à Strasbourg date de ces mêmes années-là. Il y a quelque chose qui aurait pu se passer en fait en France et l'avenir en fait que l'on peut essayer de voir pour notre industrie, c'est de permettre à ces petites boîtes de biotech qui restent des petites boîtes. En France, une market cap de 500 millions d'euros, ça paraît gros. Aux États-Unis, c'est considéré comme une small cap. Moins de 100 millions d'euros, c'est microcap. Donc on est vraiment dans un tout petit schéma. Et il est très important de pouvoir prendre ces biotech-là et pouvoir les amener à un avenir beaucoup plus grand et voire beaucoup plus grand que ce que l'on voit actuellement. Alors qui sont ces entreprises? Où est-ce qu'elles se trouvent sur la carte française? On voit que c'est assez réparti, donc c'est une implantation très répartie sur le territoire français. On peut voir qu'il y a une forte concentration en Île-de-France, près d'une soixantaine de sociétés de biotechnologie. Il y a beaucoup de sociétés de biotechnologie qui sont des sociétés de biotechnologie cotées, c'est celles que j'ai marquées. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on ne peut pas mettre les logos de tout le monde. Mais bon, ça montre en fait un certain stade de maturation. On est passé de quelques entreprises cotées il y a une douzaine d'années à près de 25 aujourd'hui, ce qui est très intéressant. Deuxièmement, la France, en fait, c'est un tout petit territoire, c'est minuscule, par rapport à ce que l'on peut comparer aux États-Unis. Si on prend, par exemple, Cambridge, dans le Massachusetts, ça fait en fait la surface du 16e arrondissement, exactement. Je pense qu'il y a 150 000 personnes qui habitent à Cambridge et 100 000 personnes, non, 150 000 dans le 16e et 100 000 personnes à Cambridge, Massachusetts. La capitalisation boursière de l'ensemble des boîtes de biotech qui se trouvent à Cambridge, c'est 88 milliards de dollars. L'ensemble de la capitalisation boursière des boîtes de biotech européennes, je ne parle même pas de la France, c'est 16 milliards. Ça vous donne une différence. Donc quand on regarde la France, finalement, c'est un tout petit territoire au sens biotechnologique du terme. Et c'est relativement bien réparti. On en a dans le sud, dans le nord, en région Rhône-Alpes, en région PACA, à Strasbourg, du côté de Lille, en Bretagne. C'est très bien réparti et ça reste quelque chose de fort. Alors maintenant, comment on va du laboratoire, donc c'est un peu la question que posait Pierre, à une entreprise de biotechnologie. S'il y a un chemin en fait à suivre, c'est finalement une entreprise de biotechnologie, c'est un laboratoire. Donc elle bénéficie, en fait, à quoi ça sert finalement de faire un essaimage d'une société de biotechnologie? Ça permet de bénéficier à ses actionnaires. Mais aussi, ils viennent d'autres sujets, comme faire de la bonne science,
recruter des personnes, c'est-à-dire ça permet aussi de créer des emplois en France, ça permet de faire de la croissance économique, gagner des enjeux politiques, parce qu'on est quand même sur des sujets qui sont très importants et qui permettent d'avoir de la compétitivité pour le pays. Et enfin aussi, je pense que chacun d'entre nous qui est entrepreneur, il faut essentiellement prendre du plaisir à faire ce que l'on fait. Ce qu'il faut aussi là-dedans, c'est une science excellente et reproductible. Souvent, on pense en fait à partir d'une découverte que cette découverte-là va pouvoir créer une boîte de biotech. Le problème, c'est que est-ce que cette technologie marche dans mes mains ou est-ce qu'elle va permettre de marcher en fait dans les mains des autres et qu'elle va pouvoir se transformer en quelque chose d'industriel? C'est la première question qu'on peut se poser. Et aussi, c'est une question d'hommes. C'est très très important que les hommes qui accompagnent cette technologie puissent permettre de ramener en fait c'est-à-dire transformer cette technologie en produit dans le futur. Il faut aussi en fait des laboratoires académiques d'excellence et au bout du compte de l'argent. Alors en général, il faut générer des richesses. Donc une entreprise a la vocation en fait de faire du chiffre d'affaires et de gagner de l'argent. Ce n'est pas une exception pour les boîtes de biotechnologie, c'est-à-dire la perte, c'est-à-dire toutes les sociétés de biotechnologie ont en général une moyenne de 13 ans avant de devenir rentable, mais l'objectif de rentabilité est important pour les actionnaires, pour les employés, pour les clients, pour le gouvernement. Quasiment tout le monde bénéficie effectivement de cet objectif de rentabilité et de création de richesse pour une société. Alors, quelles sont les bases nécessaires pour connaître pour démarrer une entreprise? Alors, premier point, c'est il faut un business model. C'est un truc assez simpliste en fait. Alors, qu'est-ce que c'est un business model pour ceux qui ne le savent pas? C'est une question relativement simple à se poser soi-même. Qu'est-ce que je veux vendre? Donc, est-ce que c'est un produit, un service? C'est quoi à la base? Qu'est-ce qui va acheter ce produit-là? Est-ce que c'est uniquement des laboratoires académiques, des hôpitaux? Est-ce que ça va être des médecins? Est-ce que ça va être des entreprises au bout? Qu'est-ce qu'on attend en retour de cette transaction que l'on va avoir? Et pendant combien de temps ça va se faire? Est-ce que c'est un seul coup ou pas? On peut même se poser la question de savoir, je crée une entreprise pour revendre les actions après à une société et donc finalement vendre la boîte entièrement. Et on peut se poser des questions comme par exemple dans le cas de Selectis, est-ce que l'ingénierie des génomes c'est un bon business model? Est-ce que c'est un produit, un service? J'ai mis ça comme exemple de base, mais c'est vraiment difficile de répondre à ce type de questions au départ et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental de la conduite de l'entreprise dans le futur. L'autre question à se poser, qui est fondamentale aussi, c'est est-ce qu'on a une technologie mature? Est-ce que la technologie est solide? Est-ce que les autres vont pouvoir l'utiliser? Et quelle est l'importance du savoir-faire dedans? Si vous avez un très grand savoir-faire autour de la technologie que vous êtes en train de développer, à ce moment-là, ça va être compliqué de pouvoir développer un produit derrière. C'est il n'y a que moi qui sais faire ça. Et si je transfère ça chez toi, tu vas pas pouvoir réussir à le faire ou la complexité du transfert de savoir-faire va être complexe. D'un autre côté, le savoir-faire aussi, pour pouvoir fabriquer un produit, est très important parce que c'est une autre protection que la protection brevetaire que je vais aborder dans la diapositive suivante. C'est les questions sur la technologie, sa complexité elle-même ou sa simplicité permet d'ajuster une boîte de biotech et de pouvoir la positionner. Il y a au bout du compte aussi les droits, donc il faut savoir contrôler les droits. Quels sont les brevets qui couvrent les produits? Est-ce que c'est des brevets en fait de procédés? Est-ce que c'est des brevets qui couvrent le produit? Est-ce que le brevet, est-ce que ça n'a pas été encore breveté? Est-ce qu'on peut obtenir en fait ce brevet-là, soit déposer les brevets, soit demander ce brevet à un concurrent? Est-ce que ce brevet va coûter cher si je vais aller le chercher? Par exemple, le concurrent direct peut avoir un intérêt à vous donner ce brevet-là pour pouvoir avoir en fait des rentabilités pour sa propre société. Donc on va finir par travailler pour quelqu'un d'autre. Et le brevet, ce n'est pas tout aussi. C'est qui est important en fait dans une boîte, c'est la liberté d'exploitation. La liberté d'exploitation, situation la plus idéale de la liberté d'exploitation, c'est par exemple la fabrication du pain. Et encore, dans le pain, ça a été inventé il y a longtemps, il y a une liberté d'exploitation totale. Si je dépose un brevet sur la fabrication de pain, et je me demande s'il n'y en a pas en fait dans certaines façons de tourner le pain, s'il n'y a pas des brevets qui sont déposés dessus, il y a toujours les moyens de le contourner.
Dans les technologies qui sont des technologies nouvelles, la couverture en fait avec des brevets parapluies permet en fait de voir un monopole sur une technologie dans un territoire pendant une vingtaine d'années qui va permettre en fait de descendre en aval là-dessus. C'est quelque chose qui reste en fait assez difficile et on peut toujours se poser la question de savoir s'il faut breveter ou pas. En fait, la donne a pas mal changé depuis une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, en termes de brevets. Et il y a une particularité, moi, que j'ai suivie au cours de ma carrière, c'est que on n'a jamais déposé dans la société, ou même avant, quand j'étais dans le milieu académique, de brevets sans que d'autres personnes déposent les mêmes brevets quasiment de façon concomitante, un peu partout dans le monde. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Comment ça arrive, ce genre de choses? À chaque fois, on se dit, j'ai une idée complètement tordue, je suis complètement fou, et je vais déposer quand même un brevet là-dessus. Et en fait, on se retrouve finalement dans une économie globalisée et en fait une société d'information. C'est-à-dire que le jour où vous lisez un papier en fait qui vient de sortir, Head of Publication, dans un journal, en général, vous pouvez considérer qu'il y a plusieurs milliers de chercheurs qui le lisent en même temps que vous. Ils utilisent les mêmes pipetman, les mêmes robots, les mêmes milieux, les mêmes cônes, les mêmes tubes. Ils regardent à peu près la même chose, ils sont allés à peu près dans les mêmes laboratoires, on fait des post-docs un tout petit peu partout, et finalement cette culture est complètement la même, et il y a en fait une somme de connaissances qui s'accumule chez des gens extrêmement similaires à nous, et qui finit par être complètement homogénéisée. Maintenant, quand une idée doit se cristalliser, en fait c'est la somme d'un certain nombre de connaissances, et elle se cristallise à plusieurs endroits sur le globe, dans certains laboratoires, des fois que l'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on a une idée qu'elle est validée et que cette idée a été réalisée dans un laboratoire, le fait de déposer un brevet est extrêmement important. En France, on ne dépose pas assez de brevets. On est descendu en termes de dépôt de brevets en dessous de certains pays, comme par exemple la Corée. Ça ne veut pas dire que la France est mauvaise dans ce secteur-là, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup plus d'agressivité dans le futur pour pouvoir nous développer. Maintenant, on peut se demander, faut-il garder du brevet ou du savoir-faire? Le savoir-faire, c'est quelque chose qui est possible dans certains cas, mais à partir du moment où vous gardez un savoir-faire et que vous savez que cette économie est complètement globalisée et que vous ne déposez pas de brevet, au bout du compte, d'autres vont déposer des brevets et vous empêcher de faire. Donc il faut faire attention par rapport à ça et peut-être faut un tout petit peu segmenter. Le défaut du brevet aussi, c'est qu'ils deviennent de moins en moins solides à cause de la globalisation de l'information et qu'on peut rechercher de plus en plus d'art antérieur. Et donc, en conséquence de ça, si vous publiez un brevet, les autres personnes peuvent le lire, commencer à préparer la façon de détruire votre brevet et même se mettre à travailler sur des technologies que vous avez publiées. Donc, le savoir-faire, mieux vaut ne pas donner en fait d'informations sur ce que vous avez fait. Donc, une fois qu'on a en fait une liberté d'exploitation, en fait, il faut s'adresser à un marché mature. Donc, moi, de l'expérience que j'ai et de l'expérience que je peux partager en fait avec d'autres entrepreneurs, à chaque fois on se dit bon, on a un très très beau produit, on va le vendre. Alors à qui? Alors, il faut toujours avoir en fait en face de soi. On peut voir d'autres petites biotech qui ont autant de difficultés financières que nous. Donc non, il faut voir des clients qui ont une capacité de pouvoir payer ça. Et ceux qui ont un réel besoin pour vos produits, c'est-à-dire jamais quelqu'un, même avec des milliards dans les poches, va venir vous donner quelque chose pour un avantage dont il n'aura pas besoin. Et souvent, on se rend compte que les grosses sociétés, sont extrêmement radins, d'une part. Deuxièmement, la plupart du temps, ils ont un syndrome qu'on appelle NIH, c'est Not Invented Here. Et finalement, il faut qu'ils aient un gros besoin pour pouvoir venir faire une transaction avec une boîte de biotech. C'est quelque chose qui reste très difficile. Je pense qu'en France, on a un déficit de ce côté-là. Il y a des choses qui commencent à se faire. On peut voir, par exemple, un très beau contrat qui a été signé entre Innate Pharma, qui se trouve à Marseille, dans le sud, et BMS. Très, très beau contrat qui se fait. On a besoin de plus en plus de ce genre de transactions qui se font, et avec des technologies effectivement de pointe qui permettent de faire ça. Aussi, on a besoin d'une équipe. C'est quelque chose qui est important. Donc, quand on monte une société, c'est essentiellement une question d'hommes. Donc, il faut s'entourer de spécialistes qui font économiser du temps. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener à l'intérieur d'une société que des mercenaires et des mercenaires qui vont vous empêcher de faire ça. Il faut en fait une très très forte adhésion et des personnes qui croient dans l'entreprise.
Si on ne croit pas dans l'entreprise, et il n'y a que des personnes qui vont dire « bon, moi je fais bien mon travail », on va avoir plus de difficultés par rapport à ça. Et puis il faut des gens à qui vous pouvez faire confiance, qui ont un esprit d'équipe là-dedans, et qui abandonneront pas dans les périodes difficiles. Et le fait de ne pas abandonner dans les périodes difficiles, c'est à partir du moment où la société commence à avoir des difficultés, et chaque entrepreneur de biotechnologie, on a un certain grand nombre dans la salle, savent que dans les périodes difficiles, c'est là en fait qu'on arrive à compter en fait les meilleurs, et que c'est là où se construisent les choses les plus dures. Et puis il faut trouver effectivement l'argent. Et ça, je pense que c'est le gros sujet de la biotechnologie en France. C'est en fait la grosse épreuve de l'entrepreneur en biotechnologie. Trouver de l'argent reste quelque chose de difficile. J'en discutais actuellement avec des personnes. À partir du moment où on a closé un fonds, on a levé par exemple 10 millions d'euros et on est très content, c'est le jour même qu'il faut se remettre à aller rechercher de l'argent parce que c'est un contrôle qu'ont les financiers par rapport à nous et le contrôle de la trésorerie dans une société. Donc c'est quelque chose qui est le travail de l'entrepreneur permanent. Tout le temps, chercher de l'argent. Et la grosse faiblesse des entreprises françaises, c'est leur faible capitalisation. On n'a pas assez d'argent et on ne se développe pas assez. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a un manque d'éducation du marché, des investisseurs, un manque de connaissances. C'est en train de changer actuellement. Il y a de plus en plus d'analystes financiers qui commencent à analyser les données dans le secteur des biotechnologies, dans toutes les banques qui commencent à en avoir. Il y a de plus en plus d'entreprises cotées dont les titres sont suivis et il y a de plus en plus en fait d'entrepreneurs qui commencent à se lancer dans ce secteur-là. Même si on est passé par 3 ans de crise, et je dirais qu'on est passé par 10 ans de crise finalement. J'ai une diapo après que je voudrais vous montrer. Il y a eu une période 98-2000, hiver nucléaire, 2006-2007, re-hiver nucléaire. Mais en dépit de ces hivers nucléaires et de ces grosses crises, depuis 2007, ça continue et il commence à y avoir un build-up dans ce secteur-là. Donc il y a, je pense, une nouvelle dynamique qui se forme dans ce secteur. Alors, pourquoi trouver de l'argent ? Il faut trouver de l'argent, parce qu'on n'en a pas. Ça, c'est le premier point. C'est aussi parce que on a besoin en fait de créer de la valeur en fait avec cet argent-là. C'est transformer cet argent-là en valeur, c'est quelque chose qui est important. Quand on investit et on va pouvoir convertir en fait ces euros que l'on a dans la société en des choses qui valent plus que ces euros-là. Deuxièmement, c'est aussi parce qu'on n'a pas de temps. Parce qu'on a les concurrents en face de nous qui peuvent aller plus vite. Donc plus on arrive à investir dessus, plus il y a cette course à suivre. Et donc c'est des points qui restent très très importants et la plupart du temps on peut essayer de voir si on a des revenus de court terme qui permettent de développer des produits de plus long terme, ou si on n'a pas ces revenus de court terme, il faut lever de l'argent. De l'autre côté, on a les investisseurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des investisseurs dans la salle, certainement. Eux, ils se posent d'autres types de questions. En fait, ils ont un raisonnement relativement simple, c'est qu'on leur a donné de l'argent, on leur a dit, voilà, investissez-le, ils ne peuvent pas le garder dans leur poche. Ils sont obligés de l'investir. S'ils ne l'investissent pas, ils ne font pas leur travail. Donc, ils ont cette pression-là d'un certain côté. Deuxièmement, ils préfèrent acheter en fait à un prix aussi bas que possible les actions de la société. Et deuxièmement, tout ce qui les intéresse, c'est de les vendre à un prix le plus élevé possible, dans un temps le plus court possible. C'est la seule réflexion qu'ils vont avoir. Donc, c'est le taux de retour sur investissement par euro investi. Et donc, il faut pouvoir en fait avoir cette adéquation entre l'argent que l'on trouve, aller vite, développer des technologies, monter un business, etc. Et de l'autre côté, les contraintes de l'investisseur. Je dois investir mon argent, je le mets dans une société, j'achète bas et je vends haut et ça vite fait, quoi. Donc c'est pas du tout les mêmes contraintes. Et puis aussi, si vous avez besoin de l'argent, vous avez des investisseurs, et il y a aussi des tendances. Et ça, c'est quelque chose d'assez délétère. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas maquiller sa façon de faire. Donc moi, je pense que quand on va chercher de l'argent, c'est comme si on allait à un rendez-vous. Alors, si vous n'êtes pas très sexy, on peut se maquiller, on peut dire, voilà, je suis un tout petit peu plus dans la tendance. Il faut savoir où sont ses limites. Il faut connaître aussi pas mal ses faiblesses. Et puis, c'est comme dans un rendez-vous, à partir d'un moment, si les choses se passent bien, le maquillage tombe et tout le reste tombe, tout ce que l'on peut mettre autour. Et là, finalement, on se retrouve tout nu face à l'investisseur. Et si les trucs sont pas beaux, ça commence à être difficile. Et après une période d'euphorie, les investisseurs, en fait, souvent trouvent que la mariée n'est pas aussi jolie qu'elle était. Et c'est là que ça commence à devenir difficile. Donc voilà.
Donc, revenons à France Biotech, en fait. Donc, la France Biotech, en fait, est une association, l'association française des biotechnologies. On essaye, en fait, d'affirmer l'identité de l'industrie des biotechnologies et des sciences de la vie en France. Donc, on représente toutes les sciences de la vie. Et on essaie d'avoir un rôle clé dans l'innovation, la croissance et l'économie et l'emploi. En particulier, notre moteur, c'est l'innovation. Je ne pense pas que la France puisse s'en sortir sans l'innovation et sans la recherche. C'est-à-dire, tout ce que l'on sait bien produire dans notre pays, de bonne qualité, on a une éducation d'excellence, on a une science d'excellence. Je pense qu'on réfléchit aussi différemment des autres pays. Donc on a une option en fait de pouvoir être plus inventif, et c'est pas mal démontré sur le cas de la thérapie génique. C'est quand même une spécialité française, et c'est nous qui avons tenu le coup là-dessus, on n'a pas abandonné. On essaie de promouvoir aussi les intérêts des biotechnologies devant toutes les instances. On essaie de rapprocher la recherche de l'industrie des sciences de la vie, et aussi la recherche académique. On contribue pas mal à la création et au développement des PME innovantes, trouver plus d'argent, trouver des sources de financement dans ce domaine-là, autant que possible. Il y a des choses qui se sont faites, qui sont positives, d'autres qui sont beaucoup plus négatives, en particulier, par exemple, le statut de la jeune entreprise innovante, qui a été massacré, en fait, par le gouvernement, et sur lequel on n'arrive pas à revenir. Il y a des combats, par exemple, entre des industries qui sont moins recherche que l'industrie des biotechnologies, comme par exemple les gens du numérique. Ils investissent, eux, de l'ordre de 15 à 17% en fait en R&D, donc peuvent se contenter d'un statut de la jeune entreprise innovante à rabais, tandis qu'une boîte de biotechnologie est totalement différente. Surtout dans ses premières années, elle investit près de 80-85%, des fois 90% uniquement dans la recherche. Et donc cette différence-là, en fait, fait une dichotomie dans la compétitivité française, et on a besoin, en fait, d'un soutien, d'un très très fort investissement en recherche. Et enfin, on essaye aussi de mettre des plans d'action collective sur les instances nationales et internationales. Il y a aussi un des points que j'ai oublié en France, qui est assez particulier, c'est le crédit impôt recherche. C'est un outil formidable autour de nous que l'on peut utiliser pour pouvoir favoriser en fait la collaboration entre les grands groupes de l'industrie et les PME, et utiliser en fait cet outil-là pour pouvoir devenir quelque chose, c'est-à-dire une sorte de source de financement sur des collaborations et rendre les PME beaucoup plus riches. Et enfin, favoriser la communication entre nos membres, faire que les gens se connaissent entre grands groupes et petites entreprises aussi. Alors, l'industrie des biotechnologies, c'est un tissu de toutes petites PME. Si vous regardez, il y a près de 5500 emplois au total en France. L'effectif moyen d'une entreprise de biotech, c'est 25 personnes. C'est tout petit. C'est presque des TPE. Vous voyez que c'est-à-dire la plupart ont entre 5 à 10 ans. Et c'est là l'essentiel de l'impact de la réforme de la GEI et des lois sur l'innovation TAP. Donc c'est sur le gros pool des boîtes de biotech. Et c'est en fait des sociétés qui sont assez réparties dans le temps. Et il y a de plus en plus de créations. Quand vous voyez en fait le graphe de gauche, ou de droite pour vous, ce graphe de droite montre qu'on commence à avoir une dynamique de plus en plus grande dans le nombre de créations. 2010 a été quand même une année difficile, et je vais revenir dessus. Bon, ça a été un effet en fait de conjoncture un peu particulier. 2008, on avait en fait quelques plans de liquidation et quelques plans de cession. 2009, c'est à peu près, c'est normal. Hein, il y a aussi une attrition. Pour ceux qui sont biologistes, on met des bactéries sur une boîte de pétri dans le milieu sélectif. Le milieu sélectif, ça peut être l'argent ou la technologie. Il peut y avoir deux milieux de sélection différents. Et évidemment, tout ne poussera pas. En revanche, on remarque finalement, quand il y a une période de cash crunch, où il y a moins d'argent, qu'en 2010, il y a une forte augmentation en fait de ce nombre de liquidations, radiations, etc. On se pose sérieusement la question pour 2011, parce qu'il y a l'impact des GUI a été très très fort, et cet effet conjoncturel couplé entre la diminution en fait de liquidité sur les marchés plus l'impact GUI fait qu'on verra bien sur l'étude de 2012 si on va avoir un effet beaucoup plus fort que ça. La biotech en France, en fait, est très très centrée actuellement sur la santé. Alors santé animale, santé humaine, mais il y a beaucoup de secteurs différents. Je pense que les secteurs différents ont tendance à vouloir se développer de plus en plus. Il y a pas mal de succès. Vous en avez sur le site ici, des sociétés comme Global Bioenergies, par exemple. Il y en a plein d'autres. Je la cite parce que je connais bien Marc Delcourt. Mais il
y en a beaucoup aussi dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui commence à avoir une grande emphase, et aussi, y compris chez les investisseurs. J'ai cru comprendre, par exemple, que chez Sofinova, ils voulaient de plus en plus investir dans le secteur de la biotechnologie industrielle. Et on va voir en fait ce camembert, j'espère, devenir de plus en plus réparti. Si on regarde le secteur thérapeutique, c'est toujours en fait les mêmes thématiques qui sont abordées, cancéro, maladies infectieuses, etc. Que ce soit thérapeutique, diagnostic ou dispositif innovant, on part toujours dans le secteur thérapeutique qui a le plus fort besoin et où il y a le plus fort potentiel de retour sur investissement, parce que ce peut apporter aussi, ça peut intéresser beaucoup plus les investisseurs. Cette répartition est, je trouve, déséquilibrée. Il faut pouvoir avoir quelque chose de plus large. Je pense qu'il faut pouvoir se lancer dans des secteurs qui sont de plus en plus compliqués. On le regarde, c'est-à-dire c'est intéressant ce qu'il a dit Alain Fischer, il l'a dit à la fin, mais je pense qu'il faut quand même regarder les tendances actuelles. L'industrie pharma a de moins en moins de produits. Ils essayent de chercher de plus en plus des technologies innovantes et ils n'en trouvent pas. Et ils commencent à se tourner effectivement, par exemple, vers les secteurs comme la thérapie génique. GSK a effectivement investi dans ce domaine-là. Il y a d'autres sociétés pharmaceutiques qui commencent à investir et qui commencent à s'intéresser à ce secteur-là. C'est des secteurs qui sont très très compliqués quand même. C'est rétrovirus, l'antivirus, Delta Enhancer, non réplicatif, etc. C'est des choses qui sont pas en fait comme une molécule, comme de l'Advil par exemple, ou n'importe quoi, un anticorps monoclonal ou une hormone. Et ça représente quand même une part de la médecine future et on est bon en France à pouvoir développer ce genre de choses. Donc il faut pouvoir faire ça. La thérapie cellulaire, il y a des tas de choses qui sont en train de se préparer en France. Il faut avoir le courage d'aller là-dessus. Je pense que l'industrie pharmaceutique n'a pas le choix que de suivre. Quand on regarde le pipeline de la plupart des entreprises françaises, donc on a beaucoup de précliniques réglementaires, phase 1, phase 2, phase 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de boîtes de biotech qui commencent à avoir des produits qui sont c'est-à-dire acceptés sur le marché en phase de commercialisation. On peut prendre l'exemple de BioAlliance, qui tout seuls, avec leurs petits muscles, sont arrivés à mettre des produits sur le marché en France et aux États-Unis aussi. Ils ont des alliances dans ce secteur-là. C'est une énorme performance, surtout quand vous regardez finalement dans l'industrie pharmaceutique, ça représente un tout petit peu la même chose. On a pour 100 produits qui sont en préclinique réglementaire, quelques produits, on va dire un produit ou 3 produits qui vont arriver finalement en phase 1. Donc on est dans ces abacs-là, mais quand on fait l'ensemble en fait de ces produits-là, ça représente finalement le pipeline d'une grosse boîte pharmaceutique. C'est assez intéressant. L'ensemble des petites boîtes de biotechnologie font comme si c'était une grosse boîte pharmaceutique. Donc on compte dans le secteur des biotechnologies en France. Maintenant, on a une conjoncture qui est un peu particulière. C'est-à-dire que les dépenses de R&D restent beaucoup plus fortes que le chiffre d'affaires, donc on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et dans les périodes de conjoncture, finalement, l'investissement en R&D qui est en rouge diminue de façon moins importante que le chiffre d'affaires. Donc les boîtes souffrent beaucoup plus. On va voir ce qui se passe en 2011, mais c'est une particularité, c'est-à-dire que nous sommes une industrie qui investissons beaucoup en R&D et qui représentons le futur. Alors si on s'intéresse au financement des biotechnologies, on peut voir par exemple qu'un premier tour de financement devient de plus en plus dur. En 2007, il y a eu 14 tours de table et on levait 140 millions d'euros avec en fait un nombre de transactions moyen à 10 000, le ticket moyen à 14 millions d'euros. On fait en fait moins de transactions, donc il y en a 47 en 2010, mais le ticket moyen, lui, il est à 2,2 millions d'euros. Donc ça a été quand même pas mal divisé. Surtout, c'est-à-dire c'est les boîtes qui souffrent le plus, c'est les périodes d'amorçage. Quand on regarde les deuxièmes tours, ça remonte un tout petit peu, mais il y a eu quand même une division en fait pratiquement de 3, en fait, de un peu plus de 2,5 du ticket moyen. Donc au début, en 2007, on investissait 17 en ticket moyen, on investit 6,9. Toujours faiblesse en fait de l'investissement dans les sociétés et la faible capitalisation de ces boîtes, malheureusement. Mais on est dans une période de crise. Et finalement, quand vous regardez en fait en gros, total du financement par le capital risque, il y a un rebond qui se fait en 2010. Alors ce rebond est biaisé, parce que la plupart des capitaux risqueurs ont dû remettre de l'argent dans les sociétés avant leur introduction en bourse pour pouvoir les recapitaliser. Parce qu'au minimum, ces sociétés devaient avoir un capital minimum qui leur permettait de tenir 1 an. Donc il y a un biais là-dessus, ce qui a permis effectivement d'avoir une année 2010
assez intéressante au niveau des entreprises cotées et des marchés boursiers. Donc le montant total investi, le nombre d'introductions en bourse, en fait, qui est la courbe en vert. Donc vous voyez, on a 96, 97, 98, 99 qui étaient bonnes années. Et puis hiver nucléaire 2000 à 2004, ça se rouvre un peu en 2005. 2006, on se dit c'est bon, on peut y aller. 2007, tout le monde y va. Hop, 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 on lève plein de financements. Et là, en février 2007, HSBC dit qu'ils ont des actifs pourris, en particulier des subprimes dans leur truc. La crise des subprimes démarre, donc ça chute à 2008. Une introduction en bourse qui est Ipsogène, maintenant revendue en fait à Qiagen. Et 2009, fermeture totale. Mais c'est pas terminé. Donc vous voyez en fait finalement que dans le secteur des biotechnologies, il se passe quelque chose. 2010 a été une année dure. Il y a eu quand même 7 intros en bourse, de très très belles intros en bourse. Je parlerai de Monakea par exemple, qui a vraiment en fait fait un carton dans ce secteur-là. Avec Carmat, il y a AB Science, il y a vraiment de belles choses qui se sont faites. Et au bout du compte, il y a finalement un attrait pour les biotechnologies. Alors le truc qui est intéressant aussi, c'est que en fait le nombre d'acquisitions entre l'industrie pharmaceutique et biotech tend en fait à se tasser actuellement. En fait, les méga mergers qu'on peut voir après, c'est quasiment terminé. Le plus gros nombre de transactions que l'on peut voir. Par exemple, sur 2009, Roche Genentech c'est fait, Merck avec Schering c'est fait, Pfizer Wyeth c'est fait. 2010, ça se tasse complètement. Et je pense que le nombre de transactions de ce genre-là, bon, il y a eu, comment ça s'appelle, Genzyme qui a été racheté par Sanofi récemment, donc il faut le dire, mais il y a de moins en moins de cibles dans ce secteur, et finalement l'industrie pharmaceutique se tourne beaucoup plus vers des deals de petites boîtes, donc soit le rachat avec des petites boîtes, ce que je trouve moyennement intéressant, mais ce que j'espère en fait, c'est de voir beaucoup plus des transactions type celles que l'on voit avec Innate, où ces boîtes-là peuvent finalement être tirées vers le haut par l'industrie pharmaceutique et pouvoir gagner en fait en taille et en masse critique en chiffre d'affaires. Le truc qui est intéressant, c'est que les investisseurs finalement ne perdent pas plus d'une année sur l'autre. C'est-à-dire leurs pertes, qui sont signifiées en orange ici, sont relativement toujours les mêmes, et les multiples, bon 3 fois multiples, c'est tout ce que l'on voit en vert, c'est à peu près la même chose, les 2 fois multiples, que ce soit en 2009, qui a quand même une année très très difficile. Ça s'est un tout petit peu tassé, mais l'équilibre reste le même. Et en 2010, il y a un tout petit peu plus de sorties, aussi plus de lignes qui sont rayées dans ce secteur-là. En revanche, on n'est quand même pas les meilleurs, alors en France et en Europe en général, en termes de dépenses de R&D. Le top, c'est les Américains. Il y a une exception avec Teva. Et puis on voit finalement qu'il y a quelques-uns qui apparaissent, Actelion en Suisse et Qiagen dans les Pays-Bas. Mais l'investissement en R&D dans le secteur des biotechnologies, on reste très faible. Pourquoi ? Parce qu'on est une petite industrie. En revanche, les plus grosses fusions-acquisitions, je vais passer assez rapidement là-dessus, en fait, se font de plus en plus en Europe. C'est essentiellement des sociétés européennes, AstraZeneca, Novartis. C'est pas essentiellement les sociétés américaines qui ont été les plus puissantes dans ce secteur-là. Et je pense que l'Europe a réellement une industrie très très puissante. Quand on peut regarder aussi, c'est-à-dire les plus grosses M&A, il y a Pfizer, évidemment, d'un certain côté, mais il y a Roche et Novartis qui se retrouvent derrière. Et l'industrie, en fait, des biotech suisses est très, très, très supportée par l'industrie pharmaceutique, chose que l'on retrouve quand même moins en France. Il me semble qu'en 2010, quasiment l'ensemble des tours de table, ou près de 80% des tours de table qui ont été faits d'une certaine taille et analysés, comportaient toujours du corporate venture, soit de Roche, soit de Novartis, ou d'investisseurs type les anciens de chez Merck et Renault, la famille Bertarelli. Donc cette forte implication est assez intéressante. Si on regarde par exemple le type d'investissement, IPO, VC et les autres types d'investissements, mais qui sont les financements publics qui se font sur les marchés publics, pas publics, mais sur les marchés publics, vous voyez qu'en fait, il y a une très très forte changement et variation pour tout ce qui est pour les introductions en bourse, qui sont très très dépendantes des marchés. Mais finalement, quand on est privé, une fois qu'on est introduit en bourse, c'est à peu près la même chose. Ça bouge pas trop. Toujours une capacité de pouvoir lever des fonds en privé ou en public. C'est simplement la porte privée-publique qui reste difficile. Enfin, les entreprises cotées des sciences de la vie voient finalement que l'Europe commence à avoir une meilleure emphase, en fait une bonne dynamique qui est en train de se créer. C'est-à-dire les dépenses de R&D ont beaucoup chuté aux États-Unis, moins en Europe.
Et en fait, la répartition des chiffres d'affaires tend à s'équilibrer actuellement, de plus en plus. Et le nombre de sociétés cotées aussi à se rééquilibrer du côté de l'Europe. Et même les effectifs des sociétés cotées se rééquilibrent. Je pense que l'Europe a vraiment en fait une dynamique intéressante. La France est très très fortement inscrite là-dedans. Si on regarde par exemple l'Angleterre, qui avait en fait deux très belles boîtes de biotech, qui étaient le groupe Celtech et Cambridge Antibodies, après avoir été rachetés, il reste rien derrière quasiment. C'est-à-dire qu'il y a des toutes petites boîtes de biotech, donc c'était deux arbres qui cachaient, il n'y avait pas de forêt derrière, et il commence à réavoir de toutes petites sociétés qui sont en fait à la taille de sociétés françaises, donc petites, un type Horizon Discovery par exemple, qui commencent à avoir de nouveau une emphase derrière. Et finalement, le secteur des biotechnologies anglais a disparu en fait avec ces acquisitions-là. Je trouve que les acquisitions, c'est quelque chose de très très bien en fait pour les investisseurs. Ça peut être bien pour l'industrie pharmaceutique. Mais je pense que le partenariat industrie pharmaceutique avec des PME pour pouvoir les tirer vers le haut est beaucoup mieux, de façon à pouvoir avoir finalement des ETI au bout du compte. Quel est l'objectif? Donc ici, effectivement, je redis, la capitalisation boursière. Donc quel est l'objectif derrière ça? C'est l'objectif en fait, et qu'on s'est fixé à France Biotech, c'est de casser cette image de la biotechnologie en France. Petite boîte de services, cible d'acquisition. Et d'ici 2015, je pense qu'il faut avoir au moins 2 ou 3 entreprises avec capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros, surtout en situation de prédateur, pouvoir acheter d'autres entreprises. C'est ça qu'il faut que l'on vise. Sinon, je pense que l'on va avoir beaucoup de difficultés, beaucoup plus longtemps. Donc de l'ambition dans chacun de vous pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Je pense que c'est un objectif commun que l'on doit se fixer et avoir une dynamique qui se crée avec une rentabilité pour les investisseurs et finalement de la satisfaction pour chacun d'entre nous.